L'année était 1943. Le front de l'Est, un enfer glacé et métallique, résonnait du bruit lointain de moteurs lourds, un sombre présage qui glaçait le sang des soldats soviétiques. Ce n'était pas un simple bruit. C'était la marche implacable d'un prédateur, l'arrivée du PZK-PFW-6 Tiger, un monstre d'acier et de feu qui allait redéfinir le champ de bataille et devenir le cauchemar de quiconque osait l'affronter. Son poids colossal, 57 tonnes d'ingénierie allemande, faisait trembler le sol sous ses chenilles, annonçant sa présence bien avant que son imposante silhouette n'émerge du brouillard de la guerre. Pour les hommes dans les chars T-34 et KV-1, le Tigre n'était pas seulement un véhicule blindé, il était la personnification de la terreur, une forteresse ambulante capable de cracher la mort avec son canon de 88 mm, écrasant les défenses et transformant le paysage en un cimetière de véhicules ennemis. La fumée de la poudre et l'odeur âcre du métal brûlé planèrent dans l'air, tandis que la machine allemande avançait, apparemment invincible, avec une assurance qui semblait inébranlable, comme si la victoire n'était qu'une question de temps. Mais ce géant d'acier serait-il réellement indestructible? Y aurait-il une faille, une fissure dans son blindage que les Soviétiques allèrent bientôt découvrir, capable de renverser le cours du jeu sur le front de l'Est? Ce documentaire plonge dans les secrets et les tactiques qui ont transformé la peur en espoir. Abonnez-vous maintenant et rejoignez notre voyage pour dévoiler le secret que tout commandant de chars soviétique devait connaître. Les premières apparitions du Tigre furent dévastatrices. Des colonnes entières de chars soviétiques, autrefois l'épine dorsale de leurs forces blindées, étaient anéanties à distance. Les T-34 et KV-1, malgré leur robustesse et leur nombre, n'étaient que de simples cibles pour le canon de 80 mm du Tigre, qui les perforait avec une précision létale avant même qu'ils ne puissent s'approcher suffisamment pour riposter. Il n'y avait aucune chance, aucune défense. Les obus soviétiques ricochaient sur le blindage frontal du Tigre, produisant un cliquetis métallique impuissant, tandis que les chars allemands ripostaient par un feu qui explosait en métal tordu et en flammes. Le moral des troupes soviétiques était ébranlé par cette perception d'invincibilité. Le désespoir s'installait dans les yeux des commandants en voyant leurs chars exploser, leurs hommes périr, sans même égratigner la bête d'acier. Il semblait que rien ne pouvait arrêter l'avancée allemande, que chaque bataille était une condamnation à mort annoncée. À chaque nouvel affrontement, la légende du Tigre grandissait, le rendant presque mythique, une force de la nature qui ne pouvait être contenue. Cependant, au milieu de cette destruction écrasante, au milieu du chaos et du désespoir, l'observation et l'intelligence commençaient à s'accumuler. Lors de réunions tendues et clandestines, avec des cartes couvertes de notes et des cigarettes qui se consumaient, les commandants soviétiques commençaient à remettre en question l'invincibilité du Tigre. Était-il possible que sa propre force monumentale soit aussi sa plus grande faiblesse? L'optimisme allemand, autrefois si palpable, commençait à être érodé par la dure réalité de la logistique et de la maintenance d'un colosse comme le Tigre. Des pièces lourdes, du carburant en quantités exorbitantes, la complexité d'un char aussi avancé. Pendant ce temps, le désespoir soviétique, autrefois paralysant, se transformait lentement en une recherche incessante d'une stratégie, d'une fissure dans l'armure que personne ne semblait voir. L'enfer de la guerre des chars était sur le point de révéler une vérité cruciale. Le défi n'était pas seulement de détruire le Tigre, mais de comprendre comment il fonctionnait, comment il se déplaçait, où il flanchait. C'était une course contre la montre, une quête de connaissances au milieu d'un carnage sans précédent, où chaque vie perdue était un rappel urgent de la nécessité de trouver une solution. L'ombre du Tigre planait sur le front de l'Est, mais l'espoir d'un revirement commençait à poindre, ténu comme une étincelle, mais capable d'enflammer la détermination soviétique. La flamme de la résistance, bien qu'étouffée par tant de pertes, brûlait dans le cœur des stratèges soviétiques. Ils savaient que la bravoure à elle seule ne suffirait pas. Il fallait de l'intelligence, de l'astuce, un regard minutieux au-delà de la carapace d'acier qui semblait invincible. Dans les baraquements froids, sous la lumière vacillante des lampes à pétrole, les cartes étaient étalées, barrées et gribouillées. Des rapports fragmentés, des témoignages de survivants traumatisés et l'analyse des quelques tigres endommagés ou abandonnés devenaient la matière première d'une enquête désespérée. Chaque obus qui ricochait, chaque explosion qui ne perforait pas, chaque avancée qui semblait imparable, était maintenant disséquée. Le haut commandement soviétique,
sous la pression écrasante de Staline et la menace imminente d'effondrement, exigeait des réponses. Il exigeait une solution. Ce n'était pas une question de si le Tigre pouvait être vaincu, mais comment. L'esprit collectif soviétique, habitué à surmonter l'adversité avec une ingéniosité brutale, commença à tisser un réseau d'observation et d'analyse. Des pilotes de reconnaissance risquaient leur vie pour photographier l'ennemi d'en haut. Des espions s'infiltraient pour recueillir des données. Et les équipages de chars eux-mêmes, qui avaient affronté le monstre et survécu, partageaient leurs douloureuses expériences. Ce qu'ils découvrirent était une machine de guerre d'une beauté létale, mais dotée d'une âme complexe et exigeante. Le Tigre, avec ses presque 60 tonnes, était un prodige d'ingénierie, mais cette même grandeur était un fardeau. Son blindage frontal était, en effet, presque impénétrable pour les canons soviétiques de l'époque. Mais qu'en était-il des flancs et de l'arrière? Des récits inconsistants commençaient à converger. Un tir chanceux par-ci, une attaque de flanc réussie par-là. De petits triomphes, qui semblaient auparavant de simples anomalies, devenaient maintenant des pièces d'un plus grand puzzle. L'invincibilité allemande, autrefois une certitude, commençait à montrer des fissures, non pas sur le champ de bataille, mais dans les dépôts de maintenance, sur les lignes de ravitaillement qui s'étendaient sur des milliers de kilomètres d'hiver russe. Le Tigre buvait du carburant comme une citerne de bière un jour de kermesse, et ses pièces, d'une précision presque artisanale, étaient difficiles à fabriquer et encore plus difficiles à transporter et à remplacer. Un moteur qui lâchait au milieu de nulle part, une transmission bloquée dans la boue gelée, un char isolé par manque d'essence. Ce n'étaient pas des problèmes de combat direct, mais c'étaient des problèmes qui arrêtaient le Tigre tout aussi efficacement qu'un obus. L'arrogance initiale des commandants allemands, forgée par des victoires faciles, laissait place à une frustration croissante. L'hiver impitoyable, l'immensité du territoire soviétique et la ténacité des défenseurs commençaient à faire payer le prix. Le Tigre était puissant, oui, mais il n'était pas omniprésent. Et c'était une machine soumise aux lois de la physique et de la logistique. Le désespoir soviétique, qui les paralysait auparavant, se transformait maintenant en un bouillonnement d'incubation de tactique et de stratégie. Cette faible étincelle d'espoir, mentionnée plus tôt, prenait corps, alimentée par chaque nouvelle information, par chaque défaillance mécanique de l'ennemi. Il commençait à réaliser que la lutte contre le Tigre ne serait pas un bras de fer, dispute de força bruta, mais un jeu d'échecs à l'échelle industrielle. Là où le Tigre était lent, les T-34 étaient agiles. Là où le Tigre dépendait des routes et des ravitaillements, les Soviétiques pouvaient utiliser des terrains impraticables et des tactiques de guérilla. Là où le Tigre était une forteresse frontale, il avait des angles morts, des vulnérabilités latérales et arrière qui, bien que fortement blindées, n'étaient pas aussi impénétrables que l'avant. L'idée que sa propre force, son blindage massif, son canon puissant, était aussi sa plus grande faiblesse, commençait à prendre tout son sens. Le poids qui en faisait une forteresse en faisait également une cible lente, un dévoreur de ressources, une machine trop complexe pour les conditions brutales du front de l'Est. Les commandants soviétiques ne cherchèrent pas seulement un point faible physique, ils cherchaient une faiblesse systémique. Tel un pratiquant de jiu-jitsu, lutteur de jiu-jitsu qui utilise la force de son adversaire contre lui-même, il devait transformer l'avantage du Tigre en son désavantage. Réunions nocturnes, discussions animées, simulations improvisées avec des maquettes rudimentaires dans la neige. Chaque général, chaque major, chaque sergent expérimenté contribuait avec sa part de connaissance, son expérience de terrain. L'intelligence, renseignement, circulait des lignes de front vers les quartiers généraux. Et de là, de nouvelles directives commençaient à se former. La vieille tactique d'attaque frontale massive, qui entraînait des pertes catastrophiques, fut remise en question. Que se passerait-il si, au lieu d'affronter le Tigre de front, ils l'encerclaient? Et si, au lieu d'attaquer un par un, ils attaquaient en groupe, comme des loups affamés contre un ours solitaire? La réponse semblait évidente, mais la mise en œuvre était un cauchemar logistique et tactique. Elle exigeait de la coordination, du sacrifice et une compréhension profonde de l'ennemi. Mais l'alternative était la défaite, l'anéantissement. Alors, la quête s'intensifia. La tension narrative ne portait pas seulement sur la bataille imminente, mais sur la course contre la montre pour déchiffrer cette énigme. Chaque jour qui passait, plus de vies étaient perdues, plus de territoires étaient cédés. C'était une guerre non seulement de balles et de canons, mais d'esprit,
de stratégie, de pure volonté. Le défi n'était pas seulement de détruire le tigre, mais de le dépouiller de son mythe, de démasquer son invincibilité, de prouver qu'au fond, ce n'était qu'une machine, sujette aux pannes et surmontable par l'intelligence humaine. Le front de l'Est, qui avait déjà été le théâtre d'actes d'héroïsme et de barbarie indicibles, était sur le point de devenir la scène de l'un des plus grands revirements tactiques de l'histoire militaire. Les Soviétiques, autrefois dominés par la peur, commençaient à voir l'ombre du tigre non plus comme un présage de mort, mais comme une carte vers la victoire. Le monstre d'acier avait ses talons d'Achille, et ils étaient déterminés à les trouver, quoi qu'il en coûte, même si cela signifiait s'approcher dangereusement de la bête. La guerre des chars, cet enfer métallique, était sur le point de révéler ses vérités les plus cruelles et ses leçons les plus précieuses. L'espoir n'était plus une étincelle, c'était un incendie qui se propageait dans les steppes glacées, allumant la détermination de chaque soldat. La détermination, désormais un incendie, propulsait les soldats soviétiques au cœur de la bête. Les batailles qui s'ensuivirent furent infernales, un véritable corps à corps, Péga Prakapar, où la vie valait moins qu'une cartouche de balle. Les chars soviétiques, en nombre écrasant, n'avançaient plus aveuglément vers la mort. Désormais, ils se lançaient dans des manœuvres désespérées, essayant de flanquer, d'encercler, de surcharger les tigres, comme des meutes de loups contre un ours en cage. Le champ de bataille se transforma en un théâtre de destruction assourdissante. Le rugissement des moteurs diesel se mêlait au fracas des canons, au claquement des obus qui ricochaient et au hurlement des explosions qui déchiraient l'air. L'odeur âcre de la poudre fraîchement brûlée, le gazole qui fuyait et l'odeur métallique du sang et de la sueur se confondaient en un parfum nauséabond de la guerre. Chaque membre d'équipage, tant allemand que soviétique, sentait le poids de la peur sur ses épaules, mais de différentes manières. Pour les Allemands, à l'intérieur de la carapace apparemment impénétrable du tigre, il y avait une confiance initiale, presque une arrogance. Ils étaient l'élite, l'avant-garde, et leurs chars des forteresses mobiles. On vit, cependant, que cette confiance s'érodait à chaque attaque implacable, à chaque tentative de flanquement qui exigeait des manœuvres risquées et exposait les côtés moins protégés. Du côté soviétique, la peur était une compagne constante, mais elle était maintenant accompagnée d'une fureur froide, une détermination qui frôlait le sacrifice. Ils savaient qu'une erreur, un faux mouvement, un tir mal placé signifiait la mort. Mais l'alternative, la défaite, était encore pire. La résilience et la créativité des soldats soviétiques brillaient au milieu de la brutalité. Les histoires de sacrifices se multipliaient. D'équipages de T-34 qui, sachant que leurs chars ne supporteraient pas un affrontement frontal, avançaient en zigzag, ignorant le feu ennemi, pour s'approcher dangereusement des tigres. L'objectif? Un tir précis sur le flanc, sur la chenille, ou sur tout point qui pourrait immobiliser le géant. L'infanterie anti-char, souvent sous-estimée, devint un outil vital. Des soldats, munis de grenades et de cocktails Molotov, rampaient dans la neige et la boue, attendant le bon moment pour émerger de l'enfer et lancer leurs explosifs contre les parties les plus vulnérables du tigre. C'était une tactique suicidaire, une danse avec la mort, mais c'était souvent la seule façon d'arrêter le monstre. À chaque tigre endommagé ou détruit, l'espoir grandissait, alimenté par le sang et la sueur d'hommes qui refusaient d'abandonner. Le paysage du front de l'Est était un décor de destruction apocalyptique. Des carcasses de chars fumantes parsemaient les champs gelés, monuments tordus à la fureur du combat. Des cratères d'explosion marquaient la terre comme des cicatrices profondes, et des villes et des villages, autrefois vibrants, étaient désormais transformés en ruines, témoins muets de la brutalité de la guerre. Des maisons effondrées, des églises sans toit, des rues pleines de décombres. L'hiver russe, avec son froid mordant et sa neige incessante, ne faisait qu'accentuer la désolation, transformant le paysage en un linceul blanc pour les morts et un enfer glacé pour les vivants. Les affrontements n'étaient pas seulement une question d'acier et de poudre, ils portaient sur l'épuisement qui s'accumulait jour après jour, sur les blessures qui ne guérissaient jamais vraiment, sur les pertes constantes qui déchiraient les âmes des survivants, la peur d'une mort subite et violente, la frustration de voir des camarades exploser en une boule de feu, la douleur de la faim et du froid. Tout cela était constant. Mais par-dessus tout, il y avait la détermination inébranlable de trouver une solution, de renverser le jeu, de prouver que la machine, aussi puissante soit-elle, pouvait être surmontée par l'esprit humain.
Les commandants soviétiques, les visages marqués par la fatigue et l'inquiétude, continuaient d'analyser chaque engagement. Chaque morceau d'information était de l'or. Où le Tigre était-il plus lent? Dans quel type de terrain avait-il des difficultés? Quelle manœuvre l'exposait-elle? Ils commencèrent à remarquer que le Tigre, malgré son blindage frontal presque impénétrable, avait une tourelle qui tournait plus lentement que celle du T-34. Cela signifiait que, dans un combat rapproché, un T-34 agile pouvait essayer de le flanquer, tournant autour de lui comme un boxeur léger et rapide contre un poids lourd lent. L'infanterie, à son tour, pouvait profiter de la silhouette basse du T-34 pour s'approcher, cacher et attaquer le Tigre lorsqu'il était distrait par d'autres cibles. Ce n'était pas une question de force brute, mais d'intelligence tactique, d'exploiter les petits mais cruciaux désavantages de l'ennemi. À chaque bataille, à chaque sacrifice, les Soviétiques apprenaient davantage. Ils observaient comment les Tigres étaient employés, généralement en petits groupes, menant l'assaut ou comme des coups de marteau, battes d'or de martello, brisant les défenses ennemies. Cela les rendait des cibles prioritaires, mais les isolait aussi parfois d'un soutien plus dense. La tactique de embrasser le Tigre, à brassard au Tigras, commença à prendre de l'ampleur. L'idée était simple, mais terriblement dangereuse. S'approcher si près du char ennemi que son canon de 88 mm, conçu pour le combat à longue distance, aurait du mal à viser des cibles aussi proches et agiles. Dans un affrontement au corps à corps, confronto corpo à corpo, les vulnérabilités latérales et arrière du Tigre devenaient des cibles plus accessibles. Mais atteindre cette distance signifiait traverser un enfer de feu ennemi et dépendre du courage et de l'habileté de chaque membre d'équipage soviétique. C'était un jeu à haut risque, mais qui commença à porter ses fruits, un par un, lentement, mais avec un espoir croissant. La frustration commençait à gagner les équipages allemands. La supériorité numérique soviétique était écrasante et la ténacité de leurs ennemis semblait inépuisable. Le Tigre, autrefois un symbole de puissance incontestable, commençait à paraître moins invincible. Problèmes mécaniques, manque de pièces de rechange et consommation exorbitante de carburant ajoutaient une couche de vulnérabilité que les Soviétiques commençaient à exploiter, non seulement sur le champ de bataille, mais dans les coulisses de la logistique de guerre. Le front de l'Est n'était pas seulement un champ de bataille, c'était un laboratoire macabre, où l'ingéniosité humaine était testée jusqu'à ses limites les plus extrêmes, où la survie dépendait d'un mélange de bravoure, d'astuce et d'une capacité quasi surhumaine à supporter la souffrance. La scène était prête pour la phase suivante, pour le moment où la tactique se transformerait en piège et l'espoir deviendrait une stratégie concrète. Et c'est ainsi que l'espoir se transforma en stratégie concrète, en plan détaillé pour démystifier le Tigre. Les commandants soviétiques, l'esprit bouillonnant d'idées et les yeux fixés sur les cartes, commencèrent à voir au-delà du blindage frontal, au-delà du canon de 88 mm. Ils réalisèrent que la grandeur du Tigre, sa force brute et sa puissance de feu écrasante avaient un prix très élevé. C'était comme avoir une super voiture de course de Formule 1, mais essayer de l'utiliser pour monter une côte en terre battue. Cela n'allait pas marcher, n'est-ce pas? La faiblesse secrète n'était pas un point unique, un talon d'Achille évident que tout le monde pouvait voir. Au contraire, c'était une combinaison cruelle de facteurs qui, ensemble, formaient la recette de la défaite du géant. Premièrement, la lenteur et la manœuvrabilité. Le Tigre, avec ses presque 60 tonnes, était un mastodonte. Lent à accélérer, encore plus lent à faire pivoter sa tourelle et à prendre des virages sur des terrains irréguliers. C'était comme un grand défenseur central, fort mais qui manque d'agilité, Ginga de Romario. Il mettait du temps à tourner, et ce délai était une éternité sur le champ de bataille. Pendant ce temps, les T-34, bien que plus petits et avec un blindage plus mince, étaient comme une équipe de football rapide et bien rodée. Ils pouvaient se déplacer avec agilité, flanquer le Tigre, tourner autour de lui comme une toupie, cherchant les points faibles. Et ces points faibles existaient, les flancs et l'arrière. Le blindage y était, bien que toujours robuste, nettement plus mince que le frontal, qui semblait fait de béton. C'était la différence entre se prendre une balle dans la poitrine et se prendre une balle dans le dos. Le Tigre était une forteresse de face, mais de côté et par derrière, il était vulnérable. Mais ce n'était pas tout. La logistique et la maintenance du Tigre étaient un cauchemar allemand. Imaginez une voiture de luxe importée que vous adorez,
mais qui boit de l'essence comme s'il n'y avait pas de lendemain et qui ne peut être réparé que dans un garage spécialisé situé à 1000 km. C'était exactement ça. Le Tigre consommait du carburant d'une manière absurde, drainant les ressources déjà rares de la Wehrmacht sur le front de l'Est. Et ces pièces, de haute précision et complexité, étaient difficiles à fabriquer, difficiles à transporter sur des milliers de kilomètres de routes défoncées et gelées, et difficiles à remplacer dans le feu de l'action. Un Tigre tombait en panne au milieu de nulle part, et il était souvent plus facile de l'abandonner et de le faire exploser que d'essayer de le récupérer et de le réparer. Cela limitait sa disponibilité, sa portée et sa capacité à être la force écrasante que les Allemands attendaient. À partir de cette compréhension, les tactiques soviétiques changèrent radicalement. Ce n'était plus une question de force brute, mais d'astuce, de la roublardise, malandragem, de celui qui connaît son adversaire. La stratégie se tourna vers la création de pièges tactiques. L'idée était claire, ne pas affronter le Tigre de front, mais plutôt l'attirer sur des terrains difficiles, marais gelés, forêts denses, villages en ruine, où sa lenteur et son manque de manœuvrabilité seraient un fardeau. Il voulait l'isoler, le séparer du soutien des autres chars et de l'infanterie allemande, le forçant à manœuvrer dans des espaces confinés où ses vulnérabilités seraient exposées. C'était un jeu du chat et de la souris, sauf que la souris devenait plus maligne. Les commandants soviétiques commencèrent à utiliser des attaques coordonnées. Non pas un, mais plusieurs T-34 et même les vieux KV-1 attaqueraient un seul Tigre de différentes directions. Pendant qu'un ou deux T-34 le distrayaient par l'avant, d'autres s'approchaient par les flancs et par l'arrière, déchargeant leurs obus sur les points les plus faibles. C'était comme une bagarre de rue, brigade de rua, où un groupe s'unit pour faire tomber le caïd du quartier. L'infanterie anti-char, autrefois presque un sacrifice inutile, gagnait maintenant un nouveau but. Des soldats courageux, munis de grenades et de cocktails Molotov, rampaient près des Tigres immobilisés ou engagés au combat, visant les chenilles, les moteurs, les ouvertures. C'était une tactique de embrasser le Tigre, de s'approcher si près que le canon principal du monstre fait pour la longue distance ne pouvait pas s'abaisser suffisamment pour viser. À courte distance, les mitrailleuses et les armes portatives soviétiques pouvaient d'une certaine manière faire l'affaire, du moins pour immobiliser ou forcer l'équipage à abandonner le char. La mentalité des équipages soviétiques commença à changer drastiquement. Le Tigre, autrefois un monstre invincible qui inspirait la terreur, était maintenant vu comme une cible, un adversaire avec des points faibles exploitables. Le changement était subtil, mais profond. La peur n'a pas disparu, bien sûr, mais elle a été remplacée par une détermination calculée. Ils n'allaient de plus à l'abattoir, ils partaient à la chasse. La frustration, autrefois un sentiment exclusif aux soviétiques, commençait maintenant à ronger les équipages allemands. Les pannes mécaniques constantes, le manque de carburant, la supériorité numérique écrasante des ennemis et la perception que leur tactique, autrefois infaillible, était en train d'être décryptée. C'était comme si la chance, ma sorte, était en train de tourner, et le jeu qui semblait gagner commençait à devenir dangereux. Le champ de bataille du front de l'Est se transforma en un échiquier à échelle épique, où chaque mouvement était calculé, chaque embuscade planifiée méticuleusement. Les Soviétiques apprirent à utiliser le terrain à leur avantage, à cacher leurs chars et leur infanterie dans la neige, la boue, les ruines des villes. Ils transformèrent le paysage désolé en une toile d'araignée de pièges, attendant le bon moment pour l'assaut. C'était l'intelligence russe, la résilience du peuple qui ne pliait pas contre l'ingénierie allemande qui, malgré son génie, avait ses limites. À chaque Tigre immobilisé, à chaque tourelle qui s'arrêtait de tourner, à chaque explosion qui ne venait pas d'un T-34, mais du char allemand lui-même, l'espoir soviétique se solidifiait. Ils apprenaient à danser avec le diable, à comprendre ses mouvements, à prédire ses attaques et à contre-attaquer là où il était le plus faible. Ce n'était pas une victoire facile, ni peu coûteuse en vie, mais c'était une victoire possible. Et cette possibilité, cette lumière au bout du tunnel de glace et de feu, était tout ce dont ils avaient besoin pour continuer à se battre, pour renverser le jeu, pour montrer que, même le plus puissant des ennemis avait son point faible, sa vulnérabilité. Et ils étaient déterminés à l'exploiter jusqu'à la dernière goutte de sueur et de sang. C'est avec cette détermination ancrée dans l'âme que l'opportunité se présenta enfin. Ce n'était pas seulement une attaque de plus, c'était la matérialisation de mois d'observation, de sacrifices
et d'une recherche incessante d'une brèche. Les commandants soviétiques avaient planifié un piège méticuleux, un échec mat sur l'échiquier de guerre du front de l'Est, et la cible était un tigre qui osait s'avancer sur une route secondaire, bordée par une forêt dense de pins gelés et, plus loin, les ruines d'un petit village. C'était le scénario parfait pour l'embuscade qui allait tout changer. Le tigre, avec son imposante allure métallique, roulait sur la route, ses lourdes chenilles écrasant la neige et la glace. Son équipage, bien qu'expérimenté, conservait la confiance forgée par d'innombrables victoires. Après tout, ils étaient à l'intérieur d'un tigre, la machine de guerre la plus redoutée du monde. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Le canon de 88 mm pointait vers l'avant, prêt à tirer sur toute menace qui oserait apparaître. Mais le danger ne viendrait pas d'où il l'attendait. Cachés dans les bois, camouflés sous des manteaux blancs de neige et des branches sèches, se trouvaient non pas un mais 3 T-34, leur moteur au ralenti, chuchotant à peine, et une unité d'infanterie anti-char, avec leurs fusils et leurs grenades, attendant le signal. La tension était palpable, comme un fil tendu sur le point de se rompre. Chaque soldat soviétique sentait son cœur battre la chamade, l'adrénaline coulant dans ses veines, le froid de la neige contrastant avec la chaleur de l'attente. C'était le moment de renverser le jeu, de montrer que le caïd avait, oui, un point faible. Le signal arriva. Une fusée éclairante déchira le ciel gris, explosant en un éclair rouge. En un instant, l'enfer se déchaîna. Le premier T-34, comme un éclair, émergea de la forêt, non pas de face, mais selon un angle qui força le tigre à faire pivoter sa tourelle lentement pour répondre. Pendant que le géant allemand s'efforçait de pointer son canon, un deuxième T-34, venant d'une direction opposée, était déjà en mouvement, se précipitant pour flanquer l'ennemi. Le tigre tira, un rugissement assourdissant qui fit trembler la terre, mais l'obus frôla le T-34 agile, qui était déjà en train d'esquiver. C'était la danse mortelle que les Soviétiques avaient répétée tant de fois. Le premier T-34, maintenant plus proche, tira avec son canon de 76 mm. L'obus frappa le flanc de la tourelle du tigre, provoquant une étincelle gigantesque et un bruit métallique mais sans pénétrer le blindage. La frustration était un poison, mais la stratégie était claire, distraire, immobiliser. Le deuxième T-34, plus audacieux, était déjà sur le flanc du tigre, tirant sans s'arrêter. L'impact fut violent. L'obus, tiré à courte distance, déchira le blindage moins épais du côté du char allemand, ne pénétrant pas complètement, mais causant de graves dommages internes et atteignant l'une des chenilles. Le tigre trembla. Son avancée s'arrêta brusquement et une fumée dense commença à s'échapper du compartiment moteur. La machine, autrefois imparable, était blessée. Le chaos de la bataille s'installa. Le troisième T-34, qui avait attendu le bon moment, surgit par l'arrière, un mouvement audacieux et dangereux. Son canon de 76 mm tira à plusieurs reprises contre l'arrière du tigre, où le blindage était le plus vulnérable. 1, 2, 3 tirs. Le son était celui du métal déchiqueté, une plainte gutturale du géant. La fumée du moteur s'intensifia, se mêlant à l'odeur âcre de l'huile brûlée. À l'intérieur du tigre, l'équipage allemand, autrefois confiant, était maintenant en panique. Des alarmes sonnaient, des lumières d'alerte clignotaient, et le bruit des éclats volant à l'intérieur du char était assourdissant. Le canon de 98 mm, qui semblait autrefois la voix de la mort, se tut. Au milieu des tirs et des explosions, l'infanterie anti-char soviétique, comme un essaim d'abeilles en colère, avança. Des soldats rampaient dans la neige, ignorant le feu des mitrailleuses du Tigre, qui luttait maintenant pour se défendre contre des attaques si proches. Des grenades anti-chars furent lancées contre les chenilles endommagées, contre le compartiment moteur fumant. Des cocktails Molotov explosèrent sur la carapace d'acier, ajoutant des flammes et plus de fumée à la scène. Le Tigre, immobilisé et en flammes, était maintenant une cible en désespoir. La trappe d'évacuation du commandant allemand s'ouvrit et l'équipage, étourdi et blessé, commença à abandonner le véhicule en feu. C'était une scène qui, jusqu'alors, semblait impossible aux yeux soviétiques. Le monstre était en train de tomber. L'adrénaline circulait dans les veines des soldats soviétiques. Des cris de victoire et de désespoir se mêlaient dans l'air glacial. Le commandant du T-34 qui mena l'attaque, un jeune lieutenant au visage couvert de suie et les yeux fixés sur le char ennemi, ressentit un mélange de soulagement et d'euphorie. Il avait risqué le tout pour le tout, sa vie et celle de ses hommes, pour exposer la faiblesse de l'ennemi
Et il avait réussi. La victoire tactique soviétique était claire, et elle se propagea comme un incendie sur les lignes. Ce tigre détruit n'était pas seulement un char de moins pour les Allemands, c'était la fin d'un mythe. L'invincibilité du tigre avait été brisée. La peur, autrefois une brume qui planait sur le cœur des soldats soviétiques, commença à se dissiper, se transformant en une détermination encore plus ferme, en un espoir palpable que la guerre pouvait, en fait, être gagnée. La nouvelle de la chute du géant d'acier résonna dans les tranchées, dans les postes de commandement, dans les hôpitaux de campagne. Le tigre, bien que formidable, n'était pas invincible. Il saignait, il tombait en panne, et, avec la bonne stratégie, il pouvait être vaincu. Le front de l'Est, qui avait été témoin de tant de douleur et de désespoir, voyait maintenant une nouvelle lumière, une promesse que le vent était enfin en train de tourner. Ce revirement ne fut pas un coup de chance isolé, mais le résultat d'un changement radical de mentalité et de tactique. L'impact de cette première victoire, et de bien d'autres qui suivraient, se répercuta sur tout le front, transformant la guerre des chars d'une bataille de force brute en un jeu d'échecs mortel, où l'intelligence et l'astuce se révélèrent plus précieuses que le blindage le plus épais. Pour les Soviétiques, la découverte de la faiblesse du tigre fut comme enlever un poids de 1000 kilos de leurs épaules. La peur paralysante fit place à une confiance renouvelée, une certitude que l'ennemi, aussi imposant soit-il, avait ses points vulnérables. Les tactiques furent rapidement améliorées et diffusées. L'homme étreinte du tigre, au abrasso do tigra, la manœuvre consistant à s'approcher dangereusement du char ennemi pour attaquer ses flancs et son arrière, devint une doctrine. Ce n'était pas une tactique pour les lâches. Elle exigeait un courage de lion et une coordination presque télépathique, comme une équipe de football qui sait exactement où chaque joueur va se trouver. Mais cela fonctionnait. Les T-34, autrefois de simples cibles, se déplaçaient maintenant en groupe, comme des loups chassant une proie plus grande, distrayant par l'avant pendant que d'autres flanquaient et portaient le coup fatal. L'infanterie anti-char, auparavant en mission presque suicidaire, avait maintenant un objectif clair et des tactiques affinées pour immobiliser et détruire le géant. Du côté allemand, la perception fut l'opposé. Le tigre, autrefois le symbole incontestable de la supériorité technologique et du Blitzkrieg, commença à révéler ses fissures. Les commandants allemands, qui voyaient auparavant leur tigre comme invincible, faisaient maintenant face à la dure réalité de la logistique et de la maintenance dans un territoire hostile et vaste. Un tigre endommagé ou embourbé était un cauchemar à récupérer, nécessitant un convoi entier de véhicules de soutien et de nombreuses heures de travail, souvent sous le feu ennemi. La consommation exorbitante de carburant et la rareté des pièces de rechange transformaient chaque avarie en un drame logistique qui limitait la disponibilité des chars. La frustration grandissait et la confiance, autrefois si inébranlable, commençait à céder la place à une anxiété croissante. L'épouvantail était en train d'être démystifié et cela portait un coup sévère au moral des troupes. La récupération et l'analyse des tigres capturés par les soviétiques furent cruciales. Pour les ingénieurs et stratèges soviétiques, chaque char allemand capturé était comme un trésor, une leçon pratique d'ingénierie inverse. Ils disséquaient les machines avec une curiosité presque scientifique, étudiant chaque millimètre du blindage, chaque composant mécanique, chaque détail du canon de 88 mm. C'était comme faire une autopsie sur le monstre pour comprendre exactement comment il fonctionnait et, plus important encore, où il était le plus faible. Ces analyses fournirent des informations précieuses qui furent immédiatement incorporées à l'entraînement des équipages de chars et au développement de nouvelles munitions et tactiques. La faiblesse secrète n'était plus une rumeur, c'était une donnée technique, un clou enfoncé, prego battido et ponta virada, dans le manuel de combat soviétique. Le changement dans la perception du tigre fut du tout au tout. D'une icône d'invincibilité, il passa à être vu comme un adversaire formidable, certes, mais avec des failles exploitables. Ce n'était plus un dieu de la guerre, mais une machine, soumise à toutes les lois de la physique et de la logistique. Cette révélation se propagea comme le feu dans les steppes, transformant la peur en détermination et la défaite en espoir. Les soldats soviétiques, qui tremblaient autrefois au seul nom de tigres, savaient maintenant qu'avec de la planification, du courage et du travail d'équipe, ils pouvaient abattre le géant. Ils n'étaient plus David affrontant Goliath sans plan. Maintenant, ils avaient la visée et la stratégie.
L'histoire du Tigre sur le front de l'Est devint un témoignage puissant de l'importance du renseignement militaire, intelligentsia militaire et de la capacité d'adaptation au milieu du chaos du conflit. Elle prouva que même la puissance technologique la plus avancée, avec son blindage épais et ses canons puissants, peut être surmontée par des tactiques intelligentes et la connaissance approfondie des faiblesses de l'ennemi. Il ne suffit pas d'avoir le meilleur équipement, il faut savoir l'utiliser et plus encore, savoir comment désarmer l'ennemi qui le possède. Cette leçon a non seulement façonné le cours de la guerre sur le front de l'Est, contribuant de manière décisive à la victoire soviétique, mais elle a également influencé le développement des futures doctrines de combat des chars dans le monde entier. La course aux armements ne portait pas seulement sur la construction de machines plus puissantes, mais sur la recherche de moyens d'annuler le pouvoir de l'adversaire. Aujourd'hui, l'histoire du Tigre et de sa faiblesse secrète fait partie indélébile de la mémoire collective de la Seconde Guerre mondiale. Elle symbolise la résilience et l'ingéniosité soviétique, la capacité d'un peuple à se dresser contre l'adversité la plus brutale et à trouver une solution là où il semblait n'y en avoir aucune. Des musées et des mémoriaux à travers le monde, du musée central des forces armées à Moscou au Tank Museum de Bovington, en Angleterre, préservent la mémoire de ces affrontements épiques. Des carcasses tordues de tigres, souvent aux côtés de T-34, servent de rappel silencieux d'une époque de sacrifice et de l'un des plus grands revirements tactiques de l'histoire militaire. Ils racontent l'histoire de la façon dont le Tigre, un monstre d'acier, fut finalement dompté, non par la force brute, mais par l'intelligence et le courage inébranlable. Cette saga, plus que la destruction d'un char, est un sacré rappel, beta lembret, que dans la vie et dans la guerre, la vraie force ne réside pas seulement dans la carapace épaisse, casca grossa, ou le moteur le plus puissant. Elle réside dans la capacité à s'adapter, dans l'intelligence pour voir au-delà de l'évidence, et dans le courage d'affronter l'impossible, même lorsque tout semble perdu. Le Tigre, avec toute sa puissance, était un monstre d'acier, mais même les monstres ont leurs points faibles. Et les Soviétiques, avec leur résilience d'un peuple qui a surmonté beaucoup de choses, ont prouvé que la roublardise tactique peut abattre n'importe quel géant. Chaque char allemand transformé en ferraille, chaque stratégie réussie, résonne comme un message clair. Aucune machine, aussi effrayante soit-elle, n'est invincible. L'intelligence humaine, l'union et la persévérance sont les armes les plus puissantes qui existent. Alors, vous avez kiffé, Kurtu, ce voyage dans l'histoire. Si vous avez été captivé, ce Amaru, par ce récit de dépassement et de stratégie, n'oubliez pas de laisser votre pouce bleu, like, de partager avec les potes, Galera, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires épiques que nous allons dévoiler. Quel autre secret de guerre ou tout autre mystère de l'histoire aimeriez-vous que nous explorions? Envoyez votre commentaire ci-dessous et continuons ensemble, Bora Junto, ce voyage dans le passé.